Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Fabien. Dans cette vidéo, vous allez voir un dialogue avec Jonathan, qui est tuteur pour le front shooter et qui donne des ateliers de pratique de conversation. Et ensemble, on va parler de sport d'extérieur, puisque Jonathan est amateur de ce type de sport. On dit aussi des sports outdoor. C'est une discussion un peu plus difficile que les épisodes où je parle seul, parce qu'on parle de façon improvisée, moins structurée, un peu plus rapide, avec un peu plus d'argot. Mais avant, je voulais remercier les nouveaux membres du club VIP de la semaine dernière. Donc leur nom s'affiche ici à l'écran. Depuis la semaine dernière, dans le club VIP, vous avez accès à la fiche de vocabulaire de chaque vidéo qui vous liste tout le vocabulaire du sujet abordé. Et en plus, vous avez toujours accès au podcast Je vous explique, où j'explique le vocabulaire et la grammaire en contexte, plus les transcriptions bilingues et encore d'autres bonus dans le club VIP. Je vous mets le lien dans le i comme info ou dans la description de l'épisode pour vous inscrire et rejoindre les autres membres VIP qui sont maintenant plus de 100. Encore merci à eux. Voilà, je vous laisse avec le dialogue avec Jonathan. C'est parti. Salut Jonathan. Salut Fabien, comment tu vas? Oui, très bien et toi? Oui, parfait. Écoute, il fait chaud. Toujours, il fait très chaud à Couliacan. Ça va très bien. Oui, ici la chaleur est revenue. On a terminé l'hiver et je sens qu'on commence à être en été, enfin printemps, été, donc il commence à faire assez chaud. Ouais, c'est les... Ça se voit pas à la caméra, mais j'ai un peu chaud. C'est vrai, déjà. Ok. Et pourtant, on est qu'au mois de février. Pourtant. Et pourtant, effectivement. Et aujourd'hui, ensemble, on va parler de sport d'extérieur ou d'activité d'extérieur avec Jonathan. Donc, j'ai quelques questions à te poser. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les randonnées en France? Comment ça se passe? Les lieux où on peut en faire? Ouais, ça Tout marche. ça? Donc, avant tout, en France, donc il y a de superbes villes hein, comme Paris, comme Nantes, comme Tours à visiter, bien sûr. Mais quelquefois, quand on vient en France, on oublie aussi qu'il n'y a pas seulement que ces grandes villes. Il y a d'autres, il y a beaucoup d'autres domaines, beaucoup d'autres activités à faire, et notamment tout ce qui est randonnée, donc plutôt randonnée d'été. Donc on va voir pour faire des superbes randonnées les Pyrénées dans le sud de la France, et on aura aussi les Alpes. Grosso modo, pour vous donner une idée, les Pyrénées, c'est nettement plus vert que les Alpes, dans le sens où il y a beaucoup plus d'arbres, de verdure, de végétation. Donc, ça dépend le type de randonnée que vous appréciez. Si vous appréciez vous balader dans une vallée, proche d'une rivière, avec beaucoup de verdure, allez plutôt dans les Pyrénées. Si vous préférez faire de la vraie randonnée, mélangée à de l'escalade, allez plutôt dans les Alpes. Il y a un petit peu moins d'arbres et c'est plus sec. Le temps est beaucoup plus sec. L'idée des randonnées, j'ai l'impression, c'est mon avis perso, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens sont adeptes des randonnées l'été pour plusieurs raisons, notamment le budget. Je pense que honnêtement c'est quelque chose qui est important pour pas mal de ménages en France, pas mal de familles. Les randonnées d'été, on peut se permettre de voyager en famille et avec ses enfants, pas très cher. À part, on avait parlé la dernière fois de l'autoroute pour aller par exemple de Bordeaux vers les Pyrénées ou de Paris vers les Pyrénées. À part l'autoroute, après il y a quasiment plus rien à payer. C'est pas très cher, donc on peut partir en week-end ou une semaine ou deux et profiter de faire des randonnées dans les Pyrénées par exemple. Oui, c'est vrai que pour marcher, finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Une paire de chaussures et c'est parti. Exactement, c'est assez simple. Et une fois que tu as investi dans une bonne paire de chaussures, ça c'est primordial par contre, eh ben, tu peux profiter de ton week-end, passer un moment agréable en famille et le randonnée, c'est quelque chose de super sympa à faire ensemble, ça rapproche les gens. Je voulais parler avec toi, de ces randonnées. Moi, ça me tient à cœur, j'en fais depuis que je suis petit, depuis que je suis vraiment petit. J'étais tout jeune avec mes parents quand j'ai commencé. Et j'ai de très bons souvenirs. Et c'est pour ça qu'aussi j'aimerais en parler. Parce que je pense que ça peut forger des souvenirs pour pas mal de personnes qui viennent par exemple visiter la France. Ça peut être une bonne idée de profiter du territoire français. Bon, grosso modo, quand on fait une randonnée, on choisit. On peut faire des randonnées à la journée. Tout simplement, on part le matin, on revient le soir, avec un petit sac très léger, et on profite du temps et de la journée. Ou on peut décider de se compliquer la tâche, et on va prendre un gros sac de randonnée, et on part bivouaquer. Donc on part finalement faire du camping,
plus ou moins en autonomie pendant 3, 4, 5 jours. C'est ce que je faisais quand j'étais plus petit avec mes parents et je continue de faire ça avec mes amis. Donc on a tous entre 25 et 30 ans et on continue. C'est une superbe activité à faire entre amis. Ah, excellent. Ouais, c'est vraiment sympa à faire. Comme je le disais, ça coûte pas cher, donc pour les jeunes, c'est parfait. En plus, il y a quelques possibilités selon les endroits. On peut faire des feux de camp le soir, donc on peut carrément dormir en haut dans la montagne. C'est légal, en France on peut le faire. Selon les lieux, attention, hein, en France tout est très bien protégé, le domaine est très protégé, donc selon les lieux on peut faire des feux de camp ou pas, et on peut aussi dormir et bivouaquer avec sa toile de tente. Dans l'option où on ne peut pas bivouaquer en toile de tente parce que par exemple c'est interdit, on peut dormir en refuge. Il y a pas mal d'infrastructures pour accueillir les touristes ou les randonneurs en montagne. On peut dormir dans le refuge, on peut y manger. C'est l'occasion de manger un peu gras, histoire de reprendre des forces. Et donc les randonnées d'été, super agréables à faire, pas très cher et beaucoup d'activités à faire pour partir en juin, juillet, août par exemple. D'accord. Oui, donc soit on bivouaque, soit on dort dans un refuge. Exactement. C'est la solution, hein. Dormir dans le refuge, c'est quand vraiment le lieu permet pas ou ne permet pas d'accueillir un bivouac par exemple, parce que la zone est considérée comme plus ou moins à protéger. Exactement. Bon, Ouais. c'est une bonne chose, hein. Ouais. On protège l'environnement en France énormément. Donc restreindre ces zones d'accès, c'est pas pour embêter les gens, au contraire, c'est pour respecter la nature. C'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est complètement normal, en effet. Mhm. Ok. Et en parlant d'autres sports un peu plus techniques, par exemple, Ouais. est-ce que tu as fait souvent du ski ou du snowboard? Ouais, alors toujours en restant du coup avec la montagne, hein, Pyrénées ou les Alpes, ou éventuellement même les Pyrénées en Andorre. Il y a beaucoup de stations de ski en France. On est extrêmement bien équipé, on a énormément d'infrastructures. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pour tous les budgets. Quelqu'un qui veut vraiment se faire plaisir, qui veut aller dans une grosse station avec beaucoup de pistes et de domaines skiables, cette personne ira plutôt dans les Alpes, par exemple. Une personne qui a un budget un peu plus réduit pourra se tourner plutôt vers les Pyrénées et donc avoir accès à des stations qui sont très confortables pour skier ou faire du snowboard, mais à moindre coût quand même. C'est l'idée toujours de pouvoir avoir les Alpes où il y a plus de choses à faire mais un peu plus cher, ou les Pyrénées, un peu moins de choses à faire, mais beaucoup moins cher. À choisir. D'accord, ok. D'accord, des conseils très sympas, merci C'est beaucoup. ça. Et tu faisais du ski ou plutôt du snowboard? J'ai essayé une fois le ski, mais j'ai pas aimé. Ça m'a pas du tout motivé. Moi, j'ai toujours fait du snowboard depuis, ça doit faire, je sais pas, 7, 8 ans à peu près. Je faisais du snowboard. Et on peut profiter pleinement, je parle notamment dans des stations comme la Mongie ou Saint-Lary dans les Pyrénées, on peut profiter pleinement du domaine skiable en ski ou en snowboard. Je parlais aussi tout à l'heure des Alpes, à Tignes ou les Deux Alpes, Val d'Isère, Chamonix, des stations très connues. Beaucoup de touristes vont notamment à Chamonix. Donc des grandes stations avec beaucoup d'infrastructures, on peut faire différents types de sports. On parle du ski, on parle du snow pour le snowboard, on peut aussi faire éventuellement de la luge, on peut faire des balades en raquettes, du ski alpin. Il y a pas mal de sports et de diversification de sports qui sont proposés dans les Alpes ou les Pyrénées. Ouais. Ok, excellent, très très bien. Ouais, j'ai fait un peu de ski quand j'étais jeune, mais pas trop. Et je me rappelle du nom de la Mongie dans les Pyrénées. J'y suis allé peut-être plusieurs fois, une fois, 2 fois, je sais pas exactement, mais je me rappelle de ce nom en effet. Ouais, c'est une station plutôt familiale. Très souvent, quand on commence le ski avec ses parents, ou quand on est plus petit, on va plutôt à Gourette ou éventuellement à la Mongie. C'est des stations qui sont pas non plus très grandes. Elles sont pas hors budget. Donc pour des familles ou des familles nombreuses, c'est super pratique d'avoir des stations comme ça. Ouais. Ah, ouais, excellent, merci beaucoup. Très bien. Et est-ce que tu as fait par exemple beaucoup de surf dans ta vie aussi? Ouais, alors le surf, j'aime. Est-ce que je suis bon ou est-ce que je suis doué?
Non. Là, je veux pas mentir, j'adore en faire, je suis pas très fort, c'est très 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 physique le surf à faire, hein, faut pas l'oublier. Euh, donc j'aime le pratiquer avec des amis et on a surtout l'avantage d'avoir sur la côte atlantique de superbes plages pour pouvoir pratiquer du surf. On a éventuellement, j'en avais parlé la dernière fois dans l'autre épisode, les plages de Vendée, où on peut commencer à avoir de superbes plages sans trop de personnes avec de belles vagues. En descendant, on a l'île de Léron qui propose des belles plages. Et en descendant plutôt dans notre région à nous, on va voir tout ce qui est bassin d'Arcachon, Lacanau, et ensuite on aura Osgore, villes qui sont plutôt réputées dans le domaine du surf. Hein. Je crois que Lacanau ou Arcachon, c'est quand même très connu pour ça. Oui, Lacanau est très connu. Alors pas exactement Arcachon, parce que Arcachon, la ville est située sur le bassin d'Arcachon, donc là il n'y a pas de vagues, parce que c'est comme un lac. C'est comme la mer Méditerranée par exemple, mais juste à côté, si on va au Pilat, où il y a la dune du Pilat, là effectivement on pourra surfer. C'est ça, exactement. Et l'intérêt de toutes ces, on va dire ces stations, c'est qu'on peut avoir beaucoup de magasins de location. On peut louer très facilement et pour pas très cher une planche de surf, une combinaison, parce que bon, on reste en France, l'eau n'est pas non plus la plus chaude au monde, donc on a l'habitude d'utiliser des combinaisons jusqu'à juin, on va dire, et après on peut enlever la combinaison. Mais bon, pour louer, c'est très pratique. Tous les magasins en bord de plage ont des locations et on peut venir sans rien et s'équiper au dernier moment. Est-ce que tu as fait d'autres sports de glisse comme du skate ou du roller par exemple? Ouais, alors roller, j'ai jamais essayé, ça me paraît très compliqué et j'ai très peur de me faire mal. Par contre, le skateboard, oui, j'en fais encore actuellement au Mexique. Quand j'en faisais en France, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup d'infrastructures, encore une fois, beaucoup d'équipements. Quasiment chaque ville a ce qu'on appelle un skatepark, donc un domaine, un lieu pour skater. C'est très bien quand on est jeune pour faire du sport. C'est aussi bien en famille, on peut amener les enfants et les enfants pratiquent le skateboard ou le roller. Et dans certaines villes, ce qui est très intéressant, notamment en hiver, on a des hangars, on va appeler ça des hangars, des lieux privés pour faire du skateboard, de la trottinette ou du roller, mais dans des espaces couverts. Donc, à Bordeaux, il y a un lieu qui s'appelle Darwin, un lieu où on peut éventuellement passer sa journée. Il y a pas mal de petits bars, il y a quelques concerts, et il y a une zone de graffiti, et en plus, il y a un skatepark couvert, donc ça c'est super sympa. Et sur la ville de Nantes, je crois que le centre s'appelle le Hangar, il me semble, et on peut y aller, payer son entrée, et skater avec des infrastructures géniales le temps d'une journée. D'accord. Et on peut aussi louer des planches? On peut louer, ouais, on peut louer planches et éventuellement des protections aussi, ça peut être pratique. Donc planches et protections, oui, ça peut être loué. En fait, on peut improviser une journée et se dire une journée, voilà, aujourd'hui, je vais skater, je vais faire un sport de glisse. Ouais, ça c'est possible. Oui. Oui, donc on arrive sans rien, sans équipement, et on va louer le skate ou les rollers, on va louer le casque, les coudières et les genouillères pour les genoux par exemple. Exactement, toutes les protections, surtout que les enfants vont porter, mais que les professionnels portent aussi, bien sûr. On peut le louer à la dernière minute. C'est pas quelque chose qui est tant démocratisé, je pense, mais oui, ça peut se faire. Ouais. Oui, ça peut être très sympa comme activité, tout seul ou en famille ou avec des amis par exemple. C'est ça, exactement, ouais. D'accord. Oui, c'est marrant que tu dises que pour toi, le roller, c'est pratiquement impossible ou c'est très difficile parce que pour moi, c'est le contraire. Okay. J'ai toujours fait du roller. Enfin, j'ai fait du roller pendant 4 ou 5 ans quand j'étais adolescent et j'adorais ça. Et pour moi, je trouvais ça très facile, évidemment. Mais je voyais ceux qui faisaient du skate et je me disais que c'était vraiment très difficile. Et j'ai essayé une fois ou deux de monter sur un skate. Et pour moi, c'était vraiment horrible. C'était vraiment très compliqué, très difficile. Donc, je pense que c'est une question d'habitude, comme tout, et une question de pratique, à mon avis. Ouais, on est vraiment sur de la pratique, sur de l'habitude. En plus, quand on commence petit, on n'a pas cette appréhension, cette sensation de peur. On connaît pas vraiment la peur. Moi, je vois les petits qui skatent quelquefois avec moi. Je me dis, mais oui, ils sont beaucoup plus courageux que moi. Ils osent, ils tentent, ils
Ils n'ont pas peur d'essayer des choses et ça leur réussit très bien. Donc quand on est petit, on n'a pas peur et on progresse très vite. Et je vois très souvent des petits, des jeunes, hein, qui sont très très forts et qui, je pense, ne connaissent pas la peur. Alors que moi, maintenant, à mon âge, après être tombé, par exemple, en snowboard, il y a 2-3 ans, je me suis fait une élongation des ligaments, donc maintenant, j'ai une appréhension, j'ai un peu peur. Je fais attention. Ah, très bien. Et est-ce que tu as fait par exemple du wakeboard? Ouais, wakeboard, c'est une activité qui s'est vraiment démocratisée en France depuis, allez, je vais dire 10-15 ans environ. Le principe du wakeboard, alors on peut en faire soit en mer ou sur des lacs tirés par un bateau, d'accord. Ça, c'est un sport qui coûte quand même assez cher parce qu'on doit louer ou en tout cas faire appel à un professionnel pour avoir un bateau, pour tracter une personne, donc c'est assez cher. Et il y a des centres de wakeboard dans des lacs où il y a des infrastructures avec des pylônes qui sont reliés par un grand câble et le câble te fait faire le tour du lac. Le principe, ceux qui ne connaissent pas le wakeboard, c'est exactement comme du snowboard, mais sur l'eau, tout simplement. Et sur le lac, au milieu du lac, il y a quelques infrastructures, quelques tremplins pour pouvoir essayer de sauter. Ça ressemble à un snowpark, mais sur l'eau. Et en France, il y a beaucoup de lacs, donc on peut faire cette activité partout. C'est super agréable en mai, juin, juillet, août, septembre. Sur ces périodes-là, c'est vraiment très sympa à faire. D'accord, donc tu en as fait un peu partout en France, du wake? J'en ai pas fait partout en France, j'en ai fait plutôt dans ma région, donc plutôt en Vendée, autour de Bordeaux. Tu as environ 4 à 5 parcs, 4 à 5 lacs, avec différents prix pour chaque accès. Pour te donner une idée à peu près du prix en euros, si tu veux faire 1 heure, ça se loue à l'heure, c'est environ 25 € pour avoir accès au lac, avoir accès à l'équipement et pouvoir profiter de ce sport pendant 1 heure. Il y a aussi des abonnements qui sont faits. C'est cher, oui, mais c'est 500 à 600 €, mais pour 1 ou 2 mois complets. Et donc, il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont en France, quand ils veulent profiter de leurs vacances d'été, ils réservent carrément 1 mois ou 2 et ils viennent tous les jours pratiquer ce sport. D'accord. Ah oui, c'est intéressant. Donc, il y a beaucoup de lacs en France, effectivement, donc on peut le pratiquer un peu n'importe où. C'est comme le wakeboard, c'est comme le snowboard pour le ski. Ouais, oui. C'est un peu la même idée. C'est un peu le cousin du snowboard, tout simplement sur l'eau. Les positions, la vitesse, les sensations sont plus ou moins les mêmes. Ça permet aux adeptes de snowboard qui adorent ça, qui adorent faire des sports d'hiver, de pouvoir finalement avoir quasiment les mêmes sensations, mais en été. En plus de ça, je vois souvent beaucoup de familles qui viennent parce que le lac, très souvent, il y a des petites plages qui sont aménagées pour pouvoir passer la journée tranquillement. Éventuellement, il y a quelques petits bars, un snack pour manger. Donc, l'idée, c'est de venir le matin, passer la journée là-bas, au soleil, surtout avec le super temps qu'on a en France en juin-juillet, et profiter de sa journée, tout simplement. Ok, c'est vraiment un bon conseil, vraiment sympa. Est-ce que tu as fait des sports beaucoup plus extrêmes comme les sauts, le saut en parachute ou le saut à l'élastique? Ouais, alors, saut à l'élastique, j'en ai déjà un qui est prévu. Des amis à moi m'en ont offert un pour le mois de juin, quand j'irai en France. Et donc j'ai déjà le saut à l'élastique qui est prévu. Très souvent, dans ma vie, j'ai très souvent voulu faire un saut à l'élastique, mais je n'ai pas fait de saut à l'élastique. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, j'attendais que quelqu'un vienne avec moi. Mais bizarrement, les gens, j'ai l'impression qu'ils ont peur de faire le saut à l'élastique. La sensation de voir le fond, par exemple d'une falaise, ou directement le sol, même cette sensation de distance avec le sol fait peur aux gens. Et le vertige, je pense, freine les gens dans leur envie de faire du saut à l'élastique. Alors pour témoigner, j'ai fait les deux. J'ai fait saut en parachute, j'en ai fait un seul, et j'ai fait 2 sauts à l'élastique. Et en effet, le saut en parachute fait beaucoup moins peur parce que quand on est à 4000 mètres d'altitude, on
on n'a pas le vertige puisque en fait le sol ça nous paraît une petite photo comme ça. Donc on n'a pas cette sensation de hauteur et de vertige. Enfin c'est très haut évidemment, mais on n'a pas cette peur comme si on était par exemple debout sur la barrière d'un pont. C'est beaucoup plus, on a beaucoup plus peur de ça que d'être en haut d'un avion à 4000 mètres paradoxalement. Parce qu'il y a beaucoup moins cette sensation de hauteur en fait, je sais pas comment expliquer. Et finalement le saut en parachute, on est en tandem, on a le moniteur qui est derrière, donc on n'a pas le choix du tout. Il ouvre la porte et c'est lui qui part, donc on n'a pas notre mot à dire. Alors qu'en saut élastique, en fait, on est un peu face à nous-mêmes et on est comme ça en train de dire oh, j'y vais à 3, 2, 1, non attends, finalement ça, et on n'arrive pas à se lancer. Et oui, se lancer la tête la première, c'est vraiment une autre sensation que de sauter dans l'avion, de tomber dans l'avion en fait. Ça fait moins peur, c'est quand même des sensations qui sont extrêmes. Hein. Le saut en parachute, c'est une sensation incomparable, inimaginable. Mais le saut à l'élastique, c'est vrai que c'est plus effrayant, ça fait plus peur. Parce qu'on est seul face à nous-mêmes et seul face à nos peurs un petit peu. Je pense que c'est pour ça, non? C'est ça. On le fait vraiment, le saut élastique, dans le but de se surpasser, vraiment de combattre ses peurs. Je pense qu'il y a des gens qui ont le vertige, qui ne pourront par exemple jamais de leur vie faire un saut à l'élastique. Tout dépend des personnes, tout dépend de ses propres peurs, de ce qu'on veut se prouver. Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver finalement? Donc c'est vraiment quelque chose à tenter. En France, on a pas mal d'endroits pour sauter. Il y a différents ponts. Très souvent, c'est des ponts, hein, forcément, pour sauter. Un peu partout en France. Donc j'attends juin avec impatience pour pouvoir sauter avec des amis à moi. Et tu me parlais aussi de saut en parachute. Alors, j'ai une petite histoire par rapport à ça. J'ai réservé un saut en parachute avec des amis. J'ai planifié cette journée avec tous mes amis, donc j'ai mis mes amis en contact, on s'est rassemblés, on a pris ma voiture, on est partis ensemble, et on s'est séparés en deux. Un premier groupe à sauter, puis normalement avec un ami à moi, je devais sauter à la suite. Le premier groupe monte dans l'avion, s'envole, et ils sautent, ils reviennent avec un visage complètement ébahi, ils étaient vraiment fous, heureux, et je me dis super, à mon tour, ça va être génial. Je monte dans l'avion, je reçois les consignes de sécurité, forcément, avec un ami à moi. On monte dans l'avion, je me mets à la porte pour sauter avec le moniteur, il ouvre la porte, j'ai les pieds dans le vide, et à ce moment-là, le moniteur estime que le temps n'est pas suffisamment clément, qu'il n'est pas assez beau, qu'il ne fait pas assez beau, pardon, et donc on ne sautera pas. Donc il me demande de remettre mes pieds à l'intérieur et il ferme la porte devant moi. Donc j'ai eu la sensation de prendre l'avion, de monter, mais j'ai pas pu sauter. Malheureusement. Une autre fois, j'y suis retourné et cette fois, oui, j'ai pu sauter. Et comme tu as dit, c'est une sensation complètement incroyable, unique à faire. Financièrement, sur l'élastique, 50, 60 euros en France, hein. Et soit en parachute, on est plutôt à 300, 350, ça dépend des prix et du secteur, surtout. Donc super expérience et vraiment c'est quelque chose à faire en France, surtout qu'on a des normes de sécurité qui sont vraiment très très bien établies, tout est contrôlé, donc il y a absolument aucun risque. Oui, bien sûr, les normes sont assez drastiques et c'est complètement normal pour ces deux sports parce que la moindre erreur est assez fatale, on va dire. C'est sûr, il faut pas se louper, faut pas se tromper, oui. Oui, exactement. Non, c'est vrai que j'ai fait 2 sauts à l'élastique, j'en ai fait un en France. Alors je l'ai fait en avant en France et c'est vrai que c'était difficile pour se lancer, c'était très difficile, mais dans tous les cas il y a tous les autres qui t'encouragent et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le choix en fait. On doit y aller à un moment ou un autre, on doit y aller. Et j'ai fait un autre en Colombie en arrière et c'est beaucoup plus facile de se lancer en arrière parce que tu vois pas le vide, tu vois pas le sol, donc il faut bien se lancer par contre, faire un bel arc comme ça, c'est pas facile à faire, à se lancer comme ça, mais c'est plus facile en arrière qu'en avant parce que j'avais le choix en Colombie. Il m'a dit tu préfères en avant ou en arrière? J'ai dit bah, j'ai déjà fait en avant, je vais faire en arrière. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est très violent, c'est une sensation qui est très 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 violente et
quelque chose qui d'ailleurs qui tend la colonne vertébrale, qui est pas à faire tous les jours, hein, je pense, comme activité, mais c'est une sensation extrêmement forte. Hein. Ouais, On peut pas le renier. je savais pas qu'on pouvait sauter comme ça en arrière. Je pensais que c'était automatiquement en avant. Tu m'apprends quelque chose. Moi, je pense que je le ferai en avant, histoire d'avoir vraiment plein de sensations. Mais peut-être que je regretterai mon choix et que sur le moment, j'aurais peut-être peur. Bon, je verrai bien ça en juin. Oui, donc dans les deux cas, tu auras des sensations. Et je pense que c'est mieux la première fois, la tête la première, c'est-à-dire en avant comme ça. Enfin, oui, forcément la tête la première, mais je veux dire en avant qu'en arrière. En avant, oui, c'est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus effrayant, on va dire. Ouais, effrayant. Ouais, je pense que c'est stimulant et c'est ce qu'on cherche. On paye pour avoir des sensations. On dit souvent en France, on aime se sentir vivant. Voilà, c'est un moment où on se sent vivant, où on se sent vivre et on profite pleinement des sensations et de son corps. Donc c'est super agréable à faire. Ouais. Oui, je te confirme. Je te souhaite d'en profiter au maximum. Ça va être court mais intense. Exactement. C'est sûr, ça va être très court parce que c'est peut-être une dizaine de secondes le tout, hein, mais très intense comme tu dis, ça c'est sûr. Bon, très bien. Merci beaucoup pour cette conversation, Jonathan. Merci beaucoup. Non, avec plaisir. Écoute, on se reverra peut-être à l'occasion. J'ai l'impression qu'on se voit souvent. Exactement. Et si vous souhaitez réserver une session d'essai avec Jonathan, n'hésitez pas à utiliser le lien qui sera dans la description de la vidéo YouTube. Je vous mets le lien dans la description. Et puis on se retrouve sûrement pour un autre dialogue, Jonathan. À bientôt. Allez, avec grand plaisir. On se voit bientôt, Fabien. Merci à toi. Très bien. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Ciao.